Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission dominicale Week-Echo. Nous sommes le dimanche de Pâques, moment de célébration de la résurrection du Christ Jésus. Cette année, les fidèles chrétiens célèbrent la Pâques dans une conjoncture économique précaire, faite de cherté des produits destinés à la grande consommation. La Pâques sur fond de cherté de la vie, ce sera dans le décryptage avec les confrères. Et dans la seconde partie de cette émission, il sera question de cette décision du Conseil des ministres de créer un centre de transit dans la commune de Kouamassé pour l'accueil des personnes en situation de mendicité. Cette pratique, selon le gouvernement, représenterait non seulement un risque pour les personnes ainsi qu'une nuisance pour les usagers de la route et pour les infrastructures routières. Eh bien, l'ambition serait justement d'aider ces personnes à avoir des occupations plus valorisantes. Intérêt et enjeu de cette mesure, ce sera dans le dossier de la semaine avec un sociologue. Voilà le menu de cette émission dominicale. Merci de prendre le rendez-vous. On enchaîne tout de suite avec le mini-journal. À la présentation, c'est Amandine Aniambossou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le mini-journal sur Week-Echo. On dit souvent que le Bénin ne manque pas de talent en matière de production des œuvres d'art. Les nombreuses politiques de développement déroulées par les autorités militent en faveur de la promotion des œuvres d'art. Malheureusement, on observe également que ce génie n'est souvent pas accompagné de rendements économiques réels en termes de production de devises pouvant permettre aux artistes de vivre au quotidien de leur art. Anoa Dadja s'est intéressé au sujet. Voici son reportage. Je suis en train de discuter oiseau avec tortue. Et voilà, tortue qui est en bas. Si tu es malfaiteur peut-être, et tu as attrapé une tortue, mais il ne peut rien faire. Une œuvre d'art, symbole d'invincibilité, un moyen d'expression. Quand on parle d'art, c'est un moyen d'expression, on va dire. Donc si on veut aider les enfants à connaître l'art et à le valoriser, c'est en leur montrant des trucs de notre culture par exemple. Au Bénin, l'art n'est pas autant valorisé comme la place que nous accordons maintenant, comme le foot par exemple, à plein de choses. Or là, c'est un monde vaste. Au Bénin, l'art peine à s'imposer dans la vie économique et pourtant, il est présent dans le quotidien du Béninois. Que les populations béninoises ne croient plus que l'art est réservé seulement pour ceux qui savent lire et écrire. Au Bénin, beaucoup pensent aujourd'hui maintenant tu défiles dans un podium, c'est comme si venez à moi quoi, je suis là, mon corps est là, mais détrompez-vous. Si à l'étranger le Béninois est réputé avoir du génie créateur, cela signifie qu'il ne devrait pas avoir de difficultés à vivre de son art. Que la plupart des Béninois puissent avoir l'occasion de prendre des congés pour que ce temps soit consacré à aller visiter une exposition. Parce que si vous interrogez 100 Béninois ici à Cotonou, vous n'êtes pas sûr que 60% sont allés au-delà d'Abomey pour une raison autre que funéraire et de travail. Selon de récentes données du site officiel rivelinbenin.com, la contribution de l'art au PIB du Bénin serait de 0,7%. Mais de quelle manière la production des œuvres d'art peut-elle permettre au Bénin d'engranger des devises? On peut régler définitivement ce problème. Nous aider à ouvrir un grand centre pour servir le pays. Parce que les Blancs, quand ils viennent chez nous, ils nous adorent beaucoup avec notre travail là. Et il y a des Blancs qui viennent même, ils ne croient pas qu'on fait ça à la main. Et ils nous disent que bon, comment on fait ça? On dit bon, on prend le bois seulement comme ça. Et donc, prends le bois, je vais te filmer. Je suis moi un éléphant, trompe à l'air. Et il regarde, il nous filme, il peut dire n'importe quel argent, il te donne. Il faudra effectivement former du personnel pour la conservation des œuvres, du personnel pour la médiation culturelle, du personnel pour le tourisme, avec des guides conférenciers et je pense que la jeunesse est bien à l'écoute. Au niveau de la formation, c'est une réalité et c'est ça ce qui nous manque. C'est ça qui fait qu'il y a un manque de main-d'œuvre dans le secteur de l'artisanat. Faire du génie créateur de l'art béninois un génie économique, c'est là toute la préoccupation. N'est-ce pas qu'elle devrait passer par l'affection des Béninois eux-mêmes pour leur propre création d'une part
et d'autre part par la tenue régulière des biennales de Cotonou. Parlons maintenant du Scrabble, qui est un jeu de société qui stimule l'intelligence et améliore la capacité linguistique. Il est joué de plus en plus dans les maisons et dans des clubs entre amis. C'est une activité ludique accessible à toutes les catégories de personnes qui ne cessent de le pratiquer. Deogracia Somakbo met en lumière les avantages de ce jeu de société. Son reportage est présenté par Ulvaeus Balogo. À ces différentes tables, 2 adversaires de jeu. Ce sont des joueurs de Scrabble. Un jeu de l'esprit qui consiste à former des mots entrecroisés sur une grille avec des lettres de valeurs différentes posées sur des cases de couleurs de façon à ce qu'ils s'intègrent à des mots déjà constitués. Ce jeu de société n'exclut aucune tranche d'âge. Le Scrabble peut être joué par toute personne à partir de l'âge de 7 ans ou 8 ans, je dirais. Dès que l'enfant commence à acquérir ses premières notions en français. Outil d'apprentissage par excellence, le Scrabble peut être pratiqué de 2 manières. Soit classique, soit duplicate. La version classique, c'est ce que nous connaissons tous, ce que nous jouons en famille, un joueur contre l'autre, ou bien à 3 ou à 4. Ça, c'est la version qu'on appelle version classique. Dans la version duplicate, tous les joueurs jouent avec les mêmes lettres. Alors cela élimine donc le facteur chance, parce qu'il n'y a plus à aller chercher de bonnes lettres ou de mauvaises lettres, mais il y a un arbitre qui énonce les lettres que tous les joueurs doivent tirer et donc jouer avec, et c'est l'arbitre qui énonce également la solution qui est retenue. Jouer au Scrabble est un excellent moyen d'éveiller sa conscience, d'enrichir son vocabulaire et d'améliorer son orthographe. Un atout pour le développement cognitif. C'est un jeu que nous avons commencé quand nous étions tout petits. Mais aujourd'hui, je peux vous dire pourquoi. C'est parce que c'est un jeu ludo-didactique. En même temps qu'on joue, on apprend. On apprend les mots. Un jeu qui vous amène à réfléchir, qui vous permet de réviser toutes les règles grammaticales de conjugaison, tout en prenant son plaisir. Je pratique le Scrabble depuis une trentaine d'années. Ça me permet d'avoir un équilibre personnel. Au Bénin, ce jeu est plus qu'une activité ludique. Le Scrabble réunit une communauté de joueurs. Nous avons actuellement au Bénin une équipe nationale de Scrabble qui s'entraîne tous les dimanches. Nous avons au sein de l'équipe nationale un ancien champion du monde et nous avons également 2 champions d'Afrique dans l'épreuve des pairs. Donc je peux dire que le Scrabble béninois se porte bien actuellement. Plus qu'un jeu de société, la pratique du Scrabble est un moment de partage de la langue française. Il s'impose d'ailleurs aujourd'hui dans l'univers des jeux comme un incontournable pour développer la créativité et la stratégie. L'obésité est un problème mondial. Cette maladie touche 800 millions de personnes et des millions d'autres sont à risque. Le nombre de cas d'obésité a presque triplé ces dernières années selon l'Organisation mondiale de la santé. Elle a de lourdes conséquences sur la santé. Les précisions dans ce reportage réalisé par Henriette Attiou. Aujourd'hui, dans le monde, 1,5 milliard d'adultes de 20 ans et plus ont un excès de poids et au moins 500 millions d'entre eux sont obèses. Selon des études réalisées en 2014, le taux d'obésité au Bénin s'élève à 9,3%. L'obésité, c'est une maladie qui est provoquée généralement par la mauvaise alimentation. C'est la cause du dysfonctionnement de l'organisme, donc on peut considérer que c'est une maladie. L'obésité se caractérise par une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Une personne devient obèse lorsqu'elle consomme plus de calories qu'elle n'en dépense. Un déséquilibre dû au changement des habitudes alimentaires et à la baisse d'activité physique. Nous passons trop de temps sous climatisation, on ne fait pas de sport, rien. Donc le sédentarisme favorise encore le fait que nous ne dépensons pas toute cette énergie que nous accumulons. Il y a aussi des causes génétiques. Donc ce n'est pas obligatoirement, il y a des gens qui ne mangent pas beaucoup, mais qui sont obèses. C'est un rapport poids sur la taille
au carré. Donc vous faites cette division et vous voyez où vous êtes. Si par exemple vous faites cette division et vous constatez que vous êtes à partir de 25 à 30 kg par mètre carré, là vous êtes obèse. Mais si vous êtes au-delà de 40, ça veut dire que vous êtes obèse massive. L'obésité dégrade la qualité de vie d'un individu et peut avoir des conséquences sur sa santé. L'obésité est associée à une augmentation du risque de morbimortalité. Les arthroses du genou, arthrose lombaire, la plupart du temps au niveau des membres inférieurs, les problèmes de jambes lourdes, les phlébites et parfois des œdèmes au niveau des membres. L'obésité, la première des choses, c'est d'abord le diabète du type 2. Et puis, il y a l'AVC qui vous attend. Et en plus de ça, vous avez le cancer. La perte de poids grâce à une alimentation saine reste le seul moyen de lutte contre le surpoids et l'obésité. C'est par notre habitude que cela peut arriver. En mangeant plus équilibré, il faut manger sainement. Manger sainement, manger moins gras. Plus se dépenser. C'est lorsque nous mangeons beaucoup et que nous ne nous dépensons pas. Avoir une activité sportive régulière. Éviter de manger très tard. Maigrir et maintenir des résultats est un objectif à long terme qui demande de la patience, de la motivation et de la détermination. Et c'est la fin de ce mini-journal. Week Eco se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Et dans la suite logique de notre conducteur, vient à présent la revue de presse économique, une signature de Patrick Adjaboudjou. L'heure de vérité est proche. La rencontre prochaine entre Patrice Talon et les travailleurs promet de belles choses sur la révalorisation des salaires et du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. Le journal du service public parle de bonnes nouvelles pour les travailleurs de l'administration publique et du secteur privé. Au cours de la rencontre prévue pour le 26 avril 2022, le gouvernement engagera des discussions avec les partenaires sociaux pour convenir des modalités de la mise en œuvre de la révalorisation des salaires des travailleurs. Dans la même dynamique, l'autre quotidien écrit « Rencontre annoncée de Patrice Talon avec les leaders syndicaux, le relèvement du SMIG et des salaires en bonne place ». L'eau potable pour tous, un objectif prioritaire pour les autorités béninoises. Pour assurer d'ici 2030 l'accès universel à l'eau potable aux populations, le gouvernement a adopté une approche novatrice pour la réalisation et la gestion des infrastructures hydrauliques en milieu rural. Comme l'autre quotidien, La Nation titre à sa une « Signature de 3 contrats d'affermage, objectif l'eau potable pour tous ». Les opérateurs auront à charge, selon le journal du service public, d'approvisionner les habitants des zones rurales du Bénin, soit une population estimée aujourd'hui à près de 9 millions de personnes. Le journal précise que la signature de ces 3 contrats d'affermage permettra de servir l'eau potable à un prix abordable d'ici à 2030 aux populations sur l'ensemble du pays. Pêle-mêle, le quotidien Fraternité nous apprend que pour le Hajj 2022, 1 million de pèlerins sont attendus en Arabie Saoudite. Mieux, le Hajj sera pour le groupe d'âge de moins de 65 ans. Marée haute dans le golfe de Guinée, les populations côtières et pêcheurs sont appelés à maintenir la vigilance. Dans sa furie, l'océan pourrait réserver des surprises les semaines prochaines. Fin de cette revue de presse économique, à dimanche prochain. Merci à vous Patrick. Et comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, on parle à présent de la conjoncture économique par cette période de célébration de la Pâque. Tout de suite, le décryptage.
Et en plateau, avec moi, les confrères déjà installés. Yves, Patrick, Loco, bonjour. Bonjour Iloïs, bonjour aux téléspectateurs de BV24. Je leur souhaite une joyeuse Pâques. Merci Patrick. Et à côté de vous, Josaphat Dabolino. Josaphat, bonjour. Bonjour Iloïs, bonjour à tous les téléspectateurs et joyeuse fête parce que ce n'est pas évident qu'on déplace les invités en pleine fête. Ah oui, absolument, ce n'est pas évident. Et justement, on est en pleine période de fête, notamment de Pâques. Comment vous, Josaphat, vous vivez cette période par ces temps de crise économique? Non, mais c'est une journée aussi particulière. Hein. Si vous parlez économiquement, c'est une journée aussi particulière parce que je dirais même que c'est l'habitude depuis un certain temps. Depuis que nous avons entamé une période, je dirais même de soudure. C'est vrai que le mot n'est pas trop fort, mais c'est quand même une journée aussi particulière. On aurait quand même aimé l'ambiance d'antan dans les foyers, dans les ménages, mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans la majorité des foyers. C'est vrai qu'il doit y avoir des foyers qui vivent agréablement cette fête, mais malheureusement, dans la majorité des foyers béninois, l'ambiance est un peu morose. Ouais, l'ambiance est un peu morose. Patrick, les fêtes, comme l'a dit Josaphat, sont de plus en plus dures. Plus les années passent, ces dernières 3 années, on a eu Covid-19, après on a la crise entre l'Ukraine et la Russie. Et comme si ça ne suffisait pas, en plein Ramadan, les prix ont augmenté. On se demande, est-ce que la Pâque est toujours ce qu'elle était? La Pâque ne peut pas être toujours ce qu'elle était. Et même la bougie à la veille pascale a augmenté de prix. Oui. Donc ça veut dire que dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les activités, j'allais dire, cela se ressent. Et si ça se ressent dans les activités, ça veut dire que ça va se ressentir également dans les plats qui sont proposés ce jour. C'est pour ça, d'ailleurs, on ne parle plus forcément du panier de la ménagère. Les gens ont commencé par parler du sachet de la ménagère actuellement. Donc, le sachet est tellement petit et qu'il ne contient pas grand-chose parce que le cultivateur, l'agriculteur va vous dire qu'il a acheté ses intrants à un prix double, donc il ne peut pas céder comme il le cédait ses produits au même prix qu'avant. Le commerçant va dire qu'il a aussi pris ses produits auprès de l'agriculteur à un prix très élevé et qu'il ne peut pas le céder à moindre coût sur le marché. Et de fil en aiguille, c'est le consommateur qui en pâtit alors assez gravement, j'allais dire. Le consommateur en pâtit et son plat est obligé d'être réduit. Voilà. Donc, mais c'est dommage, on nous dira que c'est une crise mondiale, que ce n'est pas le Bénin n'est pas isolé, que des efforts d'ailleurs se font parce que quand on compare les prix avec des pays limitrophes, on constate qu'il y a un certain effort qui est fait pour que le citoyen lambda, le consommateur final, ne ressente pas forcément les effets pervers de cette crise-là. La sensibilisation doit continuer parce que même si la ligne verte du ministère du Commerce est installée, les commerçants, certains, continuent par pratiquer des prix exorbitants. Quand vous les interrogez, ils vont vous dire qu'ils ne peuvent pas céder leurs produits en dessous du prix auquel ils ont acheté leurs produits. On peut les comprendre. Mais il faut que le consommateur final ne ressente pas du tout ce qui se passe. Alors, Josaphat, généralement, je le disais, Pâques, ce sont des moments de convivialité, des moments où des menus spéciaux sont mis à l'ordre du jour. Patrick l'a dit tantôt, le plat commence à diminuer de plus en plus chaque année. Non, mais ce qui est déjà heureux, c'est que le plat reste toujours. Il n'y a pas de disparition de ce plat. Non, mais pour être sérieux, c'est que
L'affaire est tellement plus préoccupante en ce point où Patrick a évoqué tout à l'heure les probables causes. Je crois que également les membres du gouvernement en son temps étaient dans la presse pour quand même en situer les causes qui pourraient engendrer une telle cherté. L'affaire de Pâques aujourd'hui où tout le monde pratiquement, comme vous le dites, et contrairement à Patrick d'ailleurs, ça garde toujours son aspect de convivialité, de fraternité, d'amitié, même si le plat, en tout cas le contenu du plat a drastiquement diminué, on sent toujours qu'il y a la fraternité parce que de toute façon, du moment où il y a le plat qui est là, contenu, peu importe son contenu, on fera quand même la fête avec. Et c'est ce qui est très important. Maintenant, au-delà de ça, il est quand même bien de reconnaître, et je crois aussi que les dirigeants du Bénin ont également reconnu cette cherté, mais moi je reste convaincu qu'on pourrait faire mieux, à part bien sûr le numéro vert que Patrick a évoqué tout à l'heure et qui a été mis à disposition du consommateur pour dénoncer les commerçants véreux. Je crois qu'on peut faire mieux et aller même au-delà de l'exonération qui a été faite également sur certains produits, parce que quand je prends l'exemple de cet agriculteur ou de ce maraîcher qui est à Semenkodi, dans Semenkodi, dans le jardin public qui est là, et qui devrait payer ses intrants pour alimenter ses carottes et autres là, et que l'intrant qui payait peut-être, je dis de n'importe quoi, 500 francs devient 1500 francs, ça a dit fois 3. Vous ne pouvez pas demander à la même dame, à la même personne de vendre 3 carottes à 200 francs ou à 300 francs comme c'était avant. Donc forcément, il doit augmenter. Et quand on parle d'exonération, on dit que ce sont les produits qui sont importés, qui seront exonérés en tout cas à 50%, si je maintiens bien sûr la déclaration officielle. Lui, le produit localement produit, vous permettez la tautologie, avec déjà l'achat des intrants qui coûtent également excessivement cher, ça va jaillir forcément sur le consommateur. Ma tante qui doit quitter par exemple Porte-Novo pour le marché d'Antokpa à Cotonou, qui avait l'habitude de prendre son bus peut-être à 400 francs CFA pour rejoindre Cotonou, mais qui aujourd'hui est obligé de payer le bus à 800 francs. Arrivé également sur le marché, le panier de tomates qui était peut-être à 1500 francs est désormais à 3000 francs. Vous convenez avec moi qu'à son retour, si moi je dois aller chez cette dame-là payer de tomates, ce ne serait pas la même chose. Donc éventuellement... Est-ce que ce n'est pas aussi le moment pour ces producteurs-là de s'adapter aussi? Parce qu'au lieu d'importer, comme cela se fait, c'est peut-être le moment d'utiliser des techniques bio pour la production. Oui, mais c'est une autre paire de manches, parce qu'aujourd'hui, si vous suivez bien avec les agriculteurs, on fait beaucoup plus de la sensibilisation sur les intrants importés. Il n'y a pas assez de sensibilisation, il n'y a pas assez d'engouement autour des intrants bio, comme vous l'évoquez. Et pour ce faire, il faut être formé. Est-ce que ces agriculteurs ont eu la formation nécessaire? Est-ce que ces maraîchers ont eu véritablement une formation, une sensibilisation qu'il faut afin de développer cet esprit de mettre en place des intrants bio? C'est l'autre question. Mais ce qui est sûr et ce qui est évident, c'est que les intrants chimiques qui entrent dans le pays ont connu une augmentation de prix. Avant le consommateur, le producteur était obligé de payer à un prix élevé. Et comme c'est beaucoup plus rapide, en tout cas en matière de rendement, ils ont préféré utiliser ça au lieu que de miser sur les intrants bio, ce qui serait quand même bien pour préserver non seulement l'environnement, permettre également la bonne santé du consommateur final et également nos revenus un peu plus chers. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, au-delà des efforts que le gouvernement fournit déjà pour permettre à ce que le choc social ne soit pas trop violent, il faut aller au-delà en invitant, comme vous l'avez dit, les producteurs à aller sur le terrain des intrants bio, à faire localement les choses et à mettre en place une politique, un bel environnement pouvant permettre à tous ces producteurs de travailler et de mettre à disposition du consommateur les produits nécessaires, sains et consommables. Alors Patrick, on sait, le Bénin a fait des prouesses ces dernières années en termes de production vivrière et on sait que presque chaque année on double
double la production, mais malheureusement, on s'en tient encore à, on l'a dit, importer pour la production, alors qu'on a des techniques biologiques qui peuvent nous permettre, certes, peut-être pas de rentabiliser autant qu'on l'aurait souhaité, mais quand même d'avoir des produits plus frais, plus consommables, avec moins de risques sur la santé. Est-ce qu'il ne faut pas changer de paradigme, travailler aussi sur la mentalité des producteurs? Oui, travailler sur la mentalité des producteurs, travailler également sur la mentalité des consommateurs. Ouais. Je vous raconte une petite histoire où, sur un produit détergent, un acheteur a vu le drapeau du Bénin. On a dit fabriqué au Bénin, à Cotonou. Il a préféré laisser pour dire qu'il n'a pas confiance en ça, pour acheter le même produit, mais qui vient d'ailleurs. Et qui est plus cher. Qui est plus cher. Donc, ce qu'il faut faire, c'est travailler sur la mentalité de tout le monde, du consommateur au producteur, en passant par les autres maillons de la chaîne. Et également sensibiliser. À un moment donné, on nous a dit que les productions de maïs et d'autres produits vivriers sont systématiquement importées vers d'autres pays étrangers, vers les pays frontaliers. Et c'est parce que le producteur, quand il amène son produit sur le marché, il l'écoule plus facilement et il rentabilise en un temps record. Il peut revenir rejoindre son champ. Donc, c'est mettre en place, ce que je propose, c'est de mettre en place une politique de valorisation des productions locales, une politique fiscale, je vais dire, plus souple, mettre en place des mécanismes qui peuvent permettre aux producteurs de ne plus forcément viser le marché étranger, le marché extérieur pour écouler son produit, mais de satisfaire la demande intérieure, la demande domestique. Si les conditions sont mises en place, je crois que la production locale sera vraiment consommée. Il faut qu'elle soit également présente en temps réel pour permettre aux consommateurs de ne pas, si je m'habitue au riz produit au Bénin, à Dassa, à Natitengu, dans la vallée de l'Ouémé, et que je m'habitue à ce riz-là, je vais là où je le prends habituellement, on me dit que ce n'est pas disponible. Il y a problème. Il y a problème. Donc il faut mettre en place des mécanismes pour pouvoir accroître la production pour qu'elle soit suffisante, pour que la rencontre avec la demande soit plus souple. Alors diriez-vous, allez-y, finissez. Alors diriez-vous que les mesures qui ont été prises par le gouvernement, au-delà des effets que ces mesures-là ont pu avoir, il faut aller plus loin? Il faut aller plus loin, je le pense bien. Il faut aller plus loin, c'est vrai, on a parlé du numéro vert pour dénoncer les commerçants véreux. Bon, on n'a pas encore eu les résultats. Est-ce que les gens appellent réellement? Est-ce que des règlements de compte ne vont pas passer par là? On ne le sait pas. Mais au-delà de tout ça, il faut continuer à assouplir les mesures. On a parlé d'exonération de la TVA, par exemple. Il faut peut-être aller au-delà, subventionner les intrants qui coûtent de plus en plus cher. Il faut que les ATDA, dans leurs différents pôles, puissent réellement être au service des producteurs, peut-être leur apprendre à produire des intrants bio, pour pouvoir laisser l'intrant qui vient de l'extérieur, qui est chimique et qui coûte cher. Mais si on laisse également l'intrant chimique, c'est que le commerçant qui a l'habitude de l'importer aura également des problèmes. Donc il faut analyser tout ça, voir ce qu'on peut faire, la juste mesure des choses pour que tout le monde s'en sorte. Parce que si on oublie les produits ramenés par le commerçant d'intrants chimiques, il va faire faillite et c'est encore un autre problème pour l'économie nationale. Alors Josaphat,
Patrick l'a évoqué à l'entame de ses propos, la bougie, par exemple, dont le prix a augmenté déjà, alors qu'on sait que c'est une denrée indispensable pour un chrétien qui doit normalement célébrer une fête pareille. La bougie, elle est indispensable. Comment est-ce que le chrétien catholique peut vivre la Pâque dans des conditions aussi de vie chère? Mais il ne faut pas stigmatiser ou faire une fixation bon, pas les chrétiens uniquement, mais... Vous savez qu'actuellement aussi, il y a les musulmans qui sont en carême. C'est quand même aussi une période très importante pour ces fidèles musulmans. Et au-delà de ça, il y a également ceux de la religion endogène qui également font de plus en plus de sacrifices et bien d'autres rituels qui nécessitent bien sûr de la bougie. Donc, il ne faut pas faire une fixation. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, qu'on saura toujours s'adapter. L'être humain, ce n'est pas seulement les Béninois, c'est toujours s'adapter à des situations. Et ce que nous déplorons aujourd'hui, dans 5 ans, dans 20 ans, vous allez encore revenir ici, sur ce même plateau, peut-être sous une autre forme, pour dénoncer la même chose. Parce qu'on n'aurait pas à régler maintenant le problème. Et c'est ce qui me gêne fondamentalement. Surtout quand on sait que quand les prix montent, ils ont du mal à redescendre après. Non, mais ça ne peut jamais redescendre. Si vous grandissez, vous ne revenez plus en arrière. Ça, c'est clair. En fait, la nature est faite ainsi. Le pouvoir d'achat, que ce soit au Bénin, que ce soit dans d'autres pays, continue d'augmenter. Et quand ça augmente comme ça, ce sont les dirigeants qui doivent prendre les mesures nécessaires pour adapter les besoins aux réalités sur le terrain. Et vous n'êtes pas sans savoir, et quand on parle bien sûr de la cherté, vous n'êtes pas sans savoir que dans notre pays, le Bénin, à un moment donné, il y a un régime qui avait mis en place des boutiques témoins. C'est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement qui est là a mis en place un numéro vert pour dire dénoncer. Mais on aurait quand même souhaité, en tout cas moi personnellement, que des boutiques témoins puissent être là pour dire oui, ça c'est du gouvernement, c'est officiellement reconnu. Vous allez à ce niveau, le prix du sac de maïs est à tel point. Et tous ceux-là qui doivent vendre moins de ça seront punis. Là, on essaie déjà de prendre des gens la main dans le sac. Et là, on peut toutefois mettre la confiance sur les ATDA que Patrice a cité tout à l'heure. Ce sont quand même des agences de gouvernement, de l'exécutif qui sont dans les différents départements pour régulariser un tout petit peu les prix des produits consommables. Donc aujourd'hui, si on avait peut-être ça, mais malheureusement, le gouvernement a mis en place une autre nouvelle politique pour dire oui, ce qui se faisait ne nous convenait pas, nous avons notre vision, on ne peut pas leur en vouloir pour ça, mais l'essentiel c'est que compte tenu de la cherté de la vie, avoir maintenant la façon dont tout le monde crie. Et au même moment, les salaires n'augmentent pas. Et c'est parce qu'à votre niveau, les salaires ont augmenté. Pas encore, c'est annoncé. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est annoncé que les travaux sont en cours pour augmenter le SMIC, les salaires, mais pour l'administration publique. L'administration privée aujourd'hui, est-ce que le patron peut être en mesure de le faire? Ça, c'est un autre débat. Mais ce qui est important aujourd'hui, moi, j'estime que le gouvernement ne doit pas voir juste le problème à l'instant T. Sinon, on aura toujours à régler les problèmes de façon conjoncturelle pour dire, oui, nous avons une situation aujourd'hui, on trouve juste la solution. Alors qu'on devait être dans une vision prospective pour dire, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, quel sera, bien sûr, le pouvoir d'achat du Béninois et, comme vous l'avez dit, les prix qui ont augmenté seront à quel niveau dans 10 ans, dans 20 ans. Pour anticiper. Pour anticiper. Et pour ce faire, il faut commencer par former des gens. On parle de l'agriculture, on parle du riz qui est cultivé chez moi dans la vallée de l'Ouémé, on parle de beaucoup d'autres choses. Mais aujourd'hui, est-ce que le Béninois actuel est formé, est en train d'être formé pour que dans 10 ans, ils puissent aller à la terre? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde crie pour dire les jeunes aller à la terre, l'agriculture ça donne, la terre ne ment pas. Mais on nous a habitués, nous autres, à aller à l'école, à bien s'habiller, à bien se comporter. On peut bien s'habiller aussi, aller dans les champs. Il sera quand même compliqué que vous demandiez à celui qui est resté dans un environnement où on dit il faut ce soir, il faut faire ceci, il faut faire cela, d'aller mettre sa main dans la boue pour dire qu'il veut planter le riz. Donc c'est un peu compliqué. Donc il faut commencer par former des jeunes, les enfants,
la génération actuelle pour que dans 10 ans, dans 20 ans, on puisse dire oui, j'ai la fierté d'aller à la terre, j'ai la fierté de retourner à la terre, de travailler la terre pour faire sortir les merveilles de la terre. Mais si ce n'est pas ça et qu'on continue toujours de nous enseigner ce qu'on nous enseigne, ou c'est l'enseignement général où on dit fais ceci et fais cela et qu'au finish, on nous demande à la fin du cursus, vous avez votre master, votre licence, on dit allez à la terre alors que vous ne connaissez rien de ça, vous allez continuer à travailler comme ce que nos grands-pères l'avaient fait et on aura le même résultat, mais malheureusement un résultat pire parce que le changement climatique, parce que les aléas climatiques aujourd'hui font que aujourd'hui le rendement ne donne pas. Et ce qui est quand même, ça, si vous avez fait la remarque, si vous êtes rapproché des agriculteurs, surtout au niveau de nos villages, et comme le pouvoir d'achat, comme ils n'ont plus l'argent de recruter des gens pour travailler dans les champs, ils utilisent des produits chimiques qui sont quand même très toxiques à l'être pour désherber. Au lieu d'appeler des gens pour le travail manuel ou mécanique, ils utilisent des produits. Donc on attend juste, dans 3 jours, on va semer, on attend juste la semaine une semaine d'avant, et puis on pulvérise le champ et on tue tous les herbes, on commence par cultiver. Mais dans ce cas, imaginez le rendement que ça peut donner. D'abord, sur la santé de l'homme, sur le produit qu'on veut cultiver et sur le consommateur qui prendra ce produit. Donc c'est extrêmement dangereux aujourd'hui. Il y a beaucoup de facteurs et si on doit continuer comme ça, en fait, on va régler juste le problème aujourd'hui avec les organisations. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, on aura toujours à redire la même chose. Alors Patrick, en attendant l'augmentation des salaires annoncée, Josaphat est dans l'attente. Oui, les travaux évoluent, mais on est tous en attente. En attendant, est-ce qu'il ne faut pas revoir également ses finances pour éviter de tomber face à la cherté, éviter de tomber dans des dettes et autres? On sort du carême, du carême chrétien, et le carême, ça rime avec pénitence, avec parcimonie, avec revoir ses habitudes alimentaires. Tout. Il faut continuer comme ça. Et ça va rejoindre l'expression serrer la ceinture qui a été en vogue à un certain moment dans notre pays. Non, pour parler plus sérieusement, il faut revoir la façon de faire désormais. Même la fête de Pâques aujourd'hui, c'est vrai, c'est une fête, mais il ne faut pas fêter avec bonbons. C'est ça. Là, si on peut faire des choses dans les règles de l'art, dans la sobriété, ce serait bien. C'est vrai que tout à l'heure, les chenilles iront à la plage, surtout que les mesures sont levées. On peut désormais fréquenter la plage. Je sais que la plage, ça coûte pas cher. La boubance, la plage, c'est la musique. Je sais que la Galilée se prépare, lundi de Pâques demain. Ça sera également une autre fête, surtout que élèves et étudiants sont en congé pour le moment. Donc, mais c'est de les exhorter quand même à ne pas trop gaspiller, parce que le gaspillage, c'est pas une bonne chose. Merci à vous, Yves-Patrick Loco. Merci également, Josaphat Dabolinon, d'être passé sur ce plateau. On installe à présent le dossier de la semaine. Je l'annonçais, on parle dans le dossier de la semaine de cette ambition du gouvernement de déguerpir les villes du Bénin des personnes en situation de mendicité et de les aider à se reconvertir. Mais qu'en pensent les Béninois? On suit cet élément avant de revenir en plateau, en parler avec notre sociologue. Si le gouvernement décide de les recaser quelque part, je pense que c'est sous des décisions bien mûries. Et c'est toujours gai parce que parfois, à la quête de leur pitance quotidienne, ça crée des scènes de troubles à l'ordre public, ça crée des accidents de circulation. Vous voyez, ceux-là peut-être ne maîtrisent pas les signalisations dans les agglomérations. Et puis quand est-ce que toi tu te prépares pour ralentir, c'est en ce moment où ils viennent se mettre devant toi. Parmi ces mendiants-là, on peut déjà distinguer plusieurs types de mendiants déjà. Il y a déjà certaines personnes qui sont des Béninois et qui sont dans le lot, qui restent parmi eux. Eux, ils sont là, on dirait des enfants qui ont quitté leurs familles respectives et qui sont au dehors et qui s'y plaisent très bien.
qui s'y plaisent très bien. Leurs parents viennent les chercher, mais après ils repartent, ils reviennent encore dans tout ça. Et dans ce même lot encore, il y a encore des Nigériens qui viennent et eux ils sont en masse. Eux on dirait même c'est un job même pour eux. On dirait le Bénin même là, c'est comme les États-Unis même pour eux. Et quand ils sont là, ils s'y plaisent bien, ils dorment là, ils défèquent et ils ne font que salir même l'endroit. Ils ne font que salir l'endroit. On assiste à des scènes de violence dans la journée, ils se battent. Ceux qui viennent offrir les offrandes, il y en a des dames qui viennent de partout, je vais dire même d'Abomey, pour pouvoir racheter ces offrandes à vil prix et aller revendre ça encore. Donc les offrandes qu'on donne réellement ne sont pas consommées par les mendiants. Mais est-ce qu'il y a réellement de mendiants? En quoi les mendiants gênent la population de la cité-ville économique? Et vu la famine que vive la population, c'est malheureux. C'est aller déposer les pauvres estropiés à Kouamassé qui va résoudre le problème du sous-développement de Cotonou. C'est ça qui va nous éloigner de la fin du chômage. Le gouvernement gagnerait mieux à prendre en charge les urgences de la population. Les mendiants béninois représentent à peine 1%, 2% de ces mendiants-là. On ne peut pas utiliser notre économie pour alimenter des gens qui viennent du Nigeria, des gens qui viennent de... Il est vrai que nous sommes dans une communauté de la CEDEAO, mais moi je suis désolé. Nous avons d'autres problèmes ici, sociaux ici. Que l'État, s'il faut les rapatrier chez eux, ils ne canent chez eux. S'ils ne veulent pas rentrer chez eux, on les prend comme des esclaves. Il faut employer, il faut être clair. Ils vont faire des travaux forcés pour nous. On va leur donner à manger, c'est ça. Parce qu'ils ne sont pas chez nous. Nos ressources, nos maigres ressources, ils veulent partager avec nous. À un moment où nous on a fait, non, on ne peut pas accepter ça là. Et vous l'avez compris, c'était l'avis des Béninois sur la question de la mendicité dans la ville de Cotonou. Et cela plante si bien le décor de nos échanges. On reçoit pour en parler, je le disais, un sociologue, Dr Bruno Moncho. Bonjour. Bonjour, cher journaliste. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes sociologue de la débrouille et de la déviance. Exactement. Et pour m'accompagner dans l'entretien, Patrick Adjabodjou, bonjour. Elvaïs Balogo, bonjour. Monsieur Bruno Moncho, bonjour. Bonjour. Chers téléspectateurs, bonjour. Désormais, les personnes en situation de mendicité seront prises en charge, réparées et préparées à quitter définitivement les rues de nos communes et du Bénin en général. Ces mendiants, si on peut les appeler ainsi, seront pris en charge dans un centre de transit à l'accueil des mendicités, des mendiants à Kouamassé, précisément dans la commune de Ouida. Première question à notre sociologue, spécialiste de la débrouille et de la déviance. Qu'est-ce que la mendicité? Merci, cher journaliste. La mendicité, c'est le résultat d'une chute économique. Et la mendicité, il s'agit des personnes qui mendient. Et le mendiant, c'est celui-là qui s'appuie sur les dons d'une autre personne pour pouvoir satisfaire ses besoins, pour pouvoir ne serait-ce que vivre et survivre également dans la société. Et le mendiant, c'est également celui-là qui a connu un relâchement dans la famille, vous voyez, et donc qui se retrouve en manque de solidarité, comme le dit Émile Durkheim, en manque de solidarité mécanique. Et par conséquent, cette personne se retrouve à des endroits pour pouvoir ne serait-ce que attirer la piété d'autres personnes et pouvoir demander ce qu'il faut. Il y en a qui demandent à faire juste un travail histoire de pouvoir obtenir de l'argent sans pour autant être ceux-là qui réellement sont aptes à faire ce genre de travail. Donc la mendicité, c'est des situations qui parfois amènent certaines personnes qui sont par exemple dans le chômage. Il y a l'emploi, le manque d'emploi qui amène
certaines personnes à devenir mendiants. Le manque de ressources amène certaines personnes à devenir mendiants ou bien à transiter par la mendicité et pour pouvoir reprendre leur vie. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes aussi de mendicité? Parce que spirituellement, on entend dire que d'autres personnes mendient, si j'arrive à bien dire, parce que spirituellement on leur demande, ou bien eux-mêmes, ils veulent des bénédictions venant d'autres personnes. Est-ce que c'est le cas selon le sociologue? Et parlant de type de mendicité, il y a plusieurs types de mendicité. Il y a les types religieux. Et quand on rentre dans ces genres de mendicité, c'est que ce ne sont pas forcément des acteurs qui sont en manque de ce dont vous leur donnez, mais qui sont dans l'obligation de faire cette pénitence histoire de satisfaire à une exigence religieuse. Vous voyez? Et quand nous rentrons, quand nous nous plongeons dans les réalités religieuses, l'autre a dit c'est l'opium du peuple. Donc on enrôle un certain nombre d'acteurs. Et qui sont ces acteurs? Le plus souvent, soit on passe par les personnes qui ont des handicaps, soit on passe par des enfants. Et quand vous êtes père de famille et vous voyez un enfant dans une situation dans la rue, c'est que ça attire votre piété et vous êtes dans l'obligation de lui donner un peu. Et ce ne sont pas ces enfants qui utilisent ces ressources, mais ces enfants sont obligés d'aller verser ces ressources à leur bourreau. Sont utilisés pour cette cause. Les Sénégalais appellent les enfants talibés. Oui, les talibés. Donc, vous voyez, je ne voudrais pas écorcher une certaine sensibilité, mais il faut dire que c'est comme ça la chose, elle est organisée. Et aujourd'hui, en quoi le phénomène est-il mauvais? En fait, quand on prend une situation, elle a des côtés positifs et elle a des côtés négatifs. Ne demandez pas à un religieux qui fait la promotion ou bien qui croit que par là, un enfant ou bien quelqu'un peut avoir la bénédiction, que c'est une mauvaise chose. Donc, dans tous les cas, lui, il va prendre ça du côté positif. Oui, on sait que la religion promeut l'aumône. L'aumône. Et donc, mais est-ce que l'aumône est égal à mendicité? Non, l'aumône n'est pas de la mendicité, mais c'est l'aspect beaucoup plus, je dirais, déviant de l'aumône qui nous plonge dans la mendicité. Vous voyez, qui nous plonge dans la mendicité. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, et il y a que les environnements nous amènent à beaucoup plus parler de mendicité. Quand nous sommes dans l'environnement urbain, c'est que vous voyez des gens qui n'ont pas leur raison d'être dans un espace donné, qui sont là, et puis bon, on se pose la question de savoir, mais pourquoi ils sont là? Mais c'est ça qui amène peut-être l'autorité ou bien le pouvoir public à prendre des décisions qu'il faut apprécier. Au regard de la législation, le sociologue pense-t-il que la mendicité est une infraction? Vous savez, moi je n'aime pas souvent faire le débat juridique parce que bon, les juristes vont me prendre comme des gens qui les attaquent. J'ai travaillé sur la vente de l'essence Bayo, d'accord? Et vous savez ce que ça veut dire, les pressions de la révolution jusqu'à aujourd'hui, mais ça continue. On se pose la question de savoir, mais est-ce que c'est légal? Non, c'est pas légal. Hein? Si nous prenons la mendicité, ce n'est pas légal. C'est pas, je ne l'appelle. Non, c'est pas légal. Mais quand je suis sociologue, après avoir épuré le champ de la légalité, je rentre dans le champ de la légitimité. Est-ce que c'est légitime ce que ces acteurs font? Si c'est légitime, cela veut dire que on ne va pas faire l'affront aux tests, mais on ne va pas demander qu'on ne va pas respecter non plus les tests. Mais est-ce que cela permet à certains acteurs qui ont le droit de vivre? C'est la question que nous... Moi, sociologue, je me pose. Quelle est la réponse que vous donnez à cette question? Direz-vous que la mendicité est légitime et qu'il faut tolérer cette manière de faire? En fait, la mendicité n'est pas légale. Mais sa légitimité part du principe de la reconnaissance. Si la société, les gens reconnaissent, bon, ils n'en trouvent pas un problème, nous, sociologues, on pense que ça veut dire que ça bénéficie d'une certaine légitimité. Et si ça bénéficie de la reconnaissance
que Marcel Mauss appelle Total, et que tout le monde sait que c'est des gens, et spontanément, les gens en donnent, les gens en font le geste, ça veut dire que ça pose un véritable problème social. Et quand c'est un problème social qui se traite dans la dynamique du fait social, c'est que ça nous repositionne dans notre discipline qui, à un certain moment, nous dit, mais il y a de la reconnaissance. Vous qui êtes là, vous donnez, je donne, les autres donnent. Mais finalement, qui désapprouve? Mais l'autre chose, Ulvaeus, on peut donner... J'ai comme l'impression que les mendiants est-ce qu'ils sont considérés comme indésirables ou malvenus dans un environnement humain? Parce que vous êtes en train de dire que c'est légitime, il ne faut pas aller sur le terrain juridique, mais c'est de la reconnaissance, c'est des sujets qui font partie d'une société qui demande de la solidarité, de l'aide. À un moment donné, il faut reconnaître que ce sont des êtres humains. Oui, je prends notre devise, on a dit la justice. Si ces gens-là n'ont pas ce qu'il faut et on les chasse, ça veut dire que c'est l'injustice. Si je donne quelque chose... En fait, simplement, si nous voulons faire des analyses beaucoup plus approfondies dans l'espace social, et donc, leur présence, c'est que dans des espaces donnés, n'est pas gaie. Il faut avoir le courage de le dire. D'accord. Et leur façon de fonctionner aussi, parfois, ce n'est pas apprécié et parfois ça énerve. Brutal, ça suscite la panique. Il y en a qui sont dans la brutalité, il y en a qui sont dans la saleté. Et donc, si nous voulons être dans la dynamique de la cité, comme le dit Platon, c'est que on ne peut pas rencontrer ces personnes dans des espaces donnés. Et ce qui appelle la réprobation, ce qui appelle le mécontentement, ce qui donne la légitimité même à l'État de prendre des dispositions pour mettre tous les citoyens dans de bonnes conditions. Parce que je veux être dans de bonnes conditions, mais je rencontre des gens. Vous voyez, est-ce que vous avez rencontré, vous avez vous n'avez pas eu la chair de poule parfois de rencontrer certaines personnes dans des endroits donnés, vous êtes en train de manger, vous les voyez, ça vous rebute. Et donc, si on prend ces différentes postures, c'est que on dit que c'est mauvais. Et dans tous les cas, c'est mauvais. Mais dans l'autre contexte, quand on va rentrer dans l'aspect social, ce n'est pas mauvais en soi. L'aspect social en question, justement, parce qu'on sait que de tout temps, cela a été toujours accepté dans les lieux comme les églises, les mosquées. On tolère la présence des personnes qui mendient. Mais dans les feux tricolores, ce n'est pas accepté. Ce qui veut dire que, en réalité, ceux qu'on retrouve dans les feux tricolores ont laissé la place qui leur était dévolue, place notamment dans les endroits religieux pour se retrouver dans la sphère qui n'est plus la leur. Sphère sociale. Oui, qui vous a dit que le Carrefour n'est pas un espace social, n'est pas un espace religieux. Mais ce n'est pas un espace de mendicité. C'est un espace religieux. Non. Et donc, l'espace religieux est consacré, c'est l'église. C'est ce que vous ne comprenez pas. Un carrefour regroupe beaucoup d'esprits. Le sociologue veut rentrer dans une autre dimension. Non, ça veut dire quoi? Oui, c'est ça. En fait, pour rentrer dans une autre dimension. Et donc, vous ne savez pas qui sont derrière ces différents acteurs qui se retrouvent dans ces différents carrefours et feux. Très bien. Vous voyez? Et ils ont la certitude que les personnes vont marquer d'arrêt là. Et quand ces personnes vont marquer leur arrêt, et ces personnes vont les regarder et ils ont la chance d'avoir quelque chose, c'est tout. C'est le repositionnement stratégique. Quel est aujourd'hui votre regard sur cette ambition de l'État de décider à mettre en place un centre de transit d'accueil des mendiants à Kpomase, dans la commune de Ouidah? Bon, vous savez, l'État est dans ses rôles régaliens de pouvoir assurer la bonne survie de ses concitoyens, d'accord? Et je pense que c'est une proposition de Platon, dans son projet de la construction de la cité idéale, d'accord? Dans cette construction, il dit, mais ces acteurs n'ont pas... C'est qu'il faut criminaliser, ce sont ces termes, il faut criminaliser la mendicité, vous voyez? Il faut criminaliser la mendicité et organiser leur expulsion. Donc, nous sommes en plein pied dans ça. Cela veut dire que c'est un truc qui existe depuis. Expulsion, on organise leur réinsertion. Ni on n'est pas dans la criminalité. On organise leur expulsion de la cité idéale. D'accord? La cité idéale que je postule ici, c'est Cotonou. Vous voyez? Donc on les envoie vers Kpomase qu'on juge qui n'est pas une cité idéale. Non, mais on les envoie dans un centre de réinsertion. Oui, en fait, en termes de perception, ça crée une stigmatisation.
Donc vous comprenez, je n'ai rien contre le truc, mais si nous voulons faire des analyses objectives, pour que l'on ne soit pas dans la dynamique que on est contre le gouvernement, non, c'est pas ça. On est dans l'objectivité. Je dis, vous sortez les gens d'ici, vous les envoyez là-bas. Ça veut dire que là-bas, c'est des gens qui n'ont rien, qui peuvent rester là-bas. À un moment donné, on sait que le centre Djako est à Cotonou ici. Le centre Djako reçoit les malades. Oui, les malades. Ce ne sont pas des malades, forcément. Parmi les mendiants, il y a des malades. Parmi les malades, il y a ceux qui ont besoin d'appui psychologique et psychiatrique. Mais la majorité n'est pas malade. Oui, mais ce n'est pas comme si Djako était le centre uniquement dédié à cela. C'est un centre de traitement. Voilà, et ce sera pareil avec Pomassé. Et ce centre de traitement est là pour recevoir ceux qui sont malades. Et dans la dynamique, c'est que quand un parent amène, il traite. Quand la personne vient, il traite. Ou bien quand l'État amène. Dans le cas d'espèces aussi, quand on les envoie à Pomassé, c'est pour les traiter durant 3 mois. Et leur permettre, leur donner les atouts qu'il faut. Pendant 3 mois, les préparer, les guérir de leurs maux et puis les aider à une réinsertion professionnelle de la vie active. Je pense que le timing, pas méchant quand même. Le timing est mauvais. 3 mois, on ne peut pas finir avec ces acteurs. Ça dépend. Ils ont quelle dureté dans le fait. Parce que quand ils sont des endurcis, vous n'avez pas 3 mois pour les transformer, pour les reconvertir. Ce n'est pas possible. Et mieux encore, il faut voir quel revenu, quelles sont les ressources que vous pouvez leur donner. Si dans leur situation de mendicité, les revenus que vous voulez leur proposer, d'accord, est en deçà de ce qu'ils gagnent dans leur situation de mendicité, ils vont vous contourner. D'accord, ils vont accepter venir et peut-être dans la journée, ils peuvent, vous savez, l'être humain est cet être qui a une certaine ingéniosité dans la réadaptation des situations, dans des conditions données. Ils vont se réadapter. Qu'est-ce qui prouve que vous n'allez pas voir les mendiants demain en costume? Est-ce que le sociologue pense que la solution proposée par le gouvernement n'est pas la meilleure panacée? Non, c'est une solution, mais est-ce que cela permet d'en finir? Lorsque déjà dans l'Antiquité, quelqu'un a déjà proposé ça. Vous voyez que en fait, à un certain moment, qu'est-ce que ça peut apporter? La mendicité a un rapport avec la mobilité sociale. La mendicité a un rapport avec la mobilité sociale. Et plus les gens sont mobiles, plus ils essaient de s'adapter. Et donc les mendiants jouent avec la mobilité. De leur guérison. Oui, ça Alors, participe. et vous, en tant que sociologue, qu'est-ce que vous proposeriez pour en finir avec le mal? Pour soutenir le gouvernement. Bon, pas pour soutenir. Oui, soutenir la solution. Parce que le sociologue semble dire que... En fait, le gouvernement est dans la dynamique de mettre tout le monde à l'aise. Et c'est là où peut-être que certains qui vont me suivre vont dire il est contre que non, le gouvernement est dans la dynamique de mettre tout le monde à l'aise. Mais mettre tout le monde à l'aise, est-ce que en cherchant à mettre certains à l'aise, on ne crée pas une exclusion pour les autres dans leurs conditions, dans leur situation? Voilà un peu la situation. Que c'est un peu perplexe, mais il faut aller. Peut-être il faut faire l'essai. Alors au-delà de cette volonté du gouvernement de faire ce qui se fait ou ce qui est prévu de se faire actuellement, qu'est-ce que vous, en tant que sociologue, vous avez à proposer? Si vous étiez à la place des décideurs, en tant que sociologue, quelle est la solution que vous proposez? Si dans l'environnement social, vous estimez que les mendiants gênent certains sujets de la société, mais que vous souhaitez un environnement paisible à tout un chacun de nous, qu'est-ce que vous allez proposer? Vous savez, ce gouvernement a pris des options qui nous ont fait évoluer dans la discrétion. Je prends la situation des vendeurs d'essence, par exemple. Il les a appelés pour dire, mais voilà ce que moi je veux. Et concertez-vous et arrangez-vous. Donc ça peut se faire. Il y a des bourreaux, il y a des acteurs qui sont derrière ces mendiants. Donc on peut passer par eux pour dire, bon, voilà, nous ne voulons pas vous voir dans tel espace, dans ces différents feux. Maintenant, vous pouvez rester aux alentours, bien quelque part, et là, le gouvernement peut organiser, on va dire, si vous avez des aumônes à faire, les acteurs sont dans tel endroit. Les sorties complètement de l'espace de la cité urbaine, c'est comme s'ils sont avec des acteurs ruraux qui n'ont pas encore fini de satisfaire leurs besoins avant de penser à eux.
C'est un peu ça. Donc, c'est un peu difficile. Moi, je pense que le gouvernement, ils ont réfléchi jusqu'à en arriver là. Oui. Mais quand ils vont mettre en exécution cette décision, cette stratégie, c'est que soyez sûr qu'il y a des gens qui ne seront pas mendiants, mais qui vont devenir mendiants pour pouvoir bénéficier. Oui, donc c'est un couteau à plusieurs. C'est le sociologue qui parle. Oui, oui, à double tranchant. Mais on ne peut pas regarder tout avant de décider de continuer. Dans tous les cas, il faut forcément faire le bilan, le point, pour savoir est-ce que cela nous a fait avancer ou non. Et en fonction des résultats, on pourra savoir dans quel sens est-ce qu'il faut aller désormais. Exactement. Merci Patrick Adjabodjou, on n'a plus le temps. Le temps est totalement imparti. J'ai constaté. Monsieur Bruno Mocho, docteur Bruno Mocho, merci d'être passé. Sociologue, spécialiste de la débrouille et de la déviance. Merci pour vos éclairages. Non, on a fini, Patrick Adjabodjou, on a fini. Oui, c'est tout pour Wikeko. C'est tout pour Wikeko d'aujourd'hui. C'est tout pour Wikeko d'aujourd'hui, messieurs. On va se retrouver dimanche prochain pour un autre numéro. Ce numéro, vous pouvez le retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Également sur la page Facebook de votre émission Wikeko et sur la page Facebook de votre chaîne de télévision Bénin Business 24. Portez-vous bien et à très bientôt.